Bon, mesdames et messieurs, si vous me le permettez, je vais rester à cette tribune. J'ai souhaité rencontrer les 261 maires de ce beau département du Morbihan. Je remercie Jacques, qui est votre président, enfin le président de l'association des maires. Je salue le président du Conseil général, cher Joseph, le sénateur, cher Jocelyn, la sénatrice, je ne dirais pas chère, mais madame, mais c'est pour ne pas la gêner que je ne dis pas chère. Enfin, si elle y tient, cette journée de la femme, je peux lui dire chère. C'est pas engageant, en tout cas pas pour vous. Messieurs les députés, monsieur le maire de Josselin, monsieur le président du conseil régional, mesdames et messieurs, quelle que soit votre sensibilité, je suis très sensible à votre présence. Je suis accompagné de Bruno Le Maire, notre ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, de Philippe Richert, notre ministre des Collectivités territoriales, et s'il me le permet, d'André Rossino, que chacun connaît et qui connaît parfaitement le monde des élus. Si vous le voulez bien, je vais vous parler sans papier, franchement, avant de répondre à vos questions. Jacques, tu as dit, les femmes et les hommes qui sont ici, quelle que soit leur sensibilité, aiment ce qu'ils font. Je le sais. Vous aimez votre fonction, vous aimez votre territoire, puis vous aimez la France. Quel est le problème ? Le problème est assez simple à formuler. Le monde, mesdames et messieurs, change à une vitesse stupéfiante. Personne ne nous attend. Les forces qui sont engagées dans le monde sont considérables. Et si la France veut garder son modèle social, son mode de vie, ses valeurs, elle ne peut pas rester en dehors de ce vaste mouvement. La question difficile à appréhender, c'est que pour rester nous-mêmes, il nous faut changer. Je veux faire comprendre cela. Si nous restons immobiles, nous serons lâchés, largués, dépassés. Nos emplois partiront ailleurs, nos enfants seront dans des universités où plus personne ne voudra aller, et la qualité de vie française, le modèle social français, il n'y aura plus d'argent pour le financer. Nous n'avons pas le choix. L'immobilisme, c'est la mort. Alors après, on peut débattre de la direction du changement. Naturellement, c'est la démocratie, c'est tout à fait normal. Mais au début du XXe siècle, au XIXe siècle, il existait un petit nombre de pays qui étaient en première division. Au début du XXIe siècle, pour rester en première division, il faut se donner du mal, il faut se battre, il faut évoluer, il faut comprendre les évolutions du monde. Et la France ne peut pas rester à l'écart de ce mouvement. C'est la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose, c'est que nous avons eu à faire face à une crise économique comme jamais on en a connu dans l'histoire du monde, même en 1929. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'en 2008, la totalité des continents du monde ont été impactés par la crise. Quand on a connu des crises, jusqu'à présent, l'Asie flanchait, mais l'Europe tenait. Les États-Unis avaient des problèmes, mais l'Asie flambait. Là, tout s'est écroulé. Amérique latine, Amérique du Nord, Asie, Europe, tout le monde s'est retrouvé dans la crise. Je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais on s'est retrouvé, nous, la France, en 2009, avec 22% de recettes dans le budget de l'État en moins. 22%, tout d'un coup, sans prévenir. Ça s'est arrêté. 22%. Voilà.
Ça, c'est la situation qu'on a connue. Elle est incontournable, elle est inévitable. Troisième remarque, notre pays, depuis 30 ou 40 ans, accumule les dépenses publiques au détriment de l'investissement et présente un budget en déficit depuis 35 ans. Ça fait grosso modo 35 ans qu'on accumule les dépenses sans prévoir les financements. 35 ans que les budgets sont en déficit. Je prendrai un ou deux exemples. Depuis 1990, la France a créé 1 million de postes de fonctionnaires en plus. Comment voulez-vous payer cela? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on doit changer? Dans le même temps, la France se dit on va travailler moins que les autres en faisant les 35 heures, et dans le même temps, elle s'abstient de faire la réforme des retraites. Comment ça peut fonctionner? Ici, je ne parle pas à des femmes ou des hommes de gauche, de droite, du centre. Je m'adresse à des élus de bon sens. Comment ça peut fonctionner? Si le message est « la France peut travailler moins que les autres, dépenser plus que les autres, y avoir moins de recettes des autres, où est-ce qu'on va? Où va-t-on? » Et toute la politique que j'ai voulu mettre en œuvre avec le Premier ministre et les ministres, c'est de donner un coup d'arrêt. On ne peut pas continuer à dépenser plus qu'on a. Jacques me disait, à juste titre, nous les maires, comment on va faire? Est-ce qu'on a l'argent? Quand l'État a perdu 22% de ses recettes, Jacques, l'État verse aux collectivités territoriales 99 milliards d'euros. L'année, on a perdu 22%. Certains m'ont dit qu'il faut leur donner 22% de moins. Vous avez eu au centime près la même chose que l'année précédente. C'est l'État qui a pris le déficit. Pas une plaisanterie. Quand j'ai été élu président de la République, j'ai dit on ne peut pas continuer à augmenter les dépenses. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Pas parce que j'aime pas les fonctionnaires, j'aime beaucoup les fonctionnaires. Ce sont des gens de qualité. Mais qui paye si ce n'est vous? Et avec quel argent si c'est en déficit? J'ai donc décidé qu'on ne remplacerait pas un départ sur 2 à la retraite. C'est douloureux. Mais qui peut prétendre qu'on peut faire autrement? Il faut donc repenser la carte des services publics, non pas pour avoir moins de services publics, mais pour avoir des services publics partout sur le territoire de qualité. Mais c'est incontournable qu'on doit diminuer le nombre de nos dépenses, le montant de nos dépenses. Sinon, qui payera? Qui? Avec quel argent? Jacques a parlé de la loi sur le littoral. Je sais bien qu'elle a sans doute beaucoup de défauts. Mais enfin, cette Bretagne magnifique qui est votre région, quelle est votre grande richesse? C'est le littoral. Vous ne voulez quand même pas ressembler à ces départements où ils ont mité le littoral, où ils ont bétonné le littoral pour faire comme les autres. Naturellement qu'il y a des adaptations, Jacques a trouvé, bien sûr. Mais regardez ce qui se passe. Je survolais, j'étais dans les Caraïbes, les Antilles françaises, je survolais certaines de nos îles, je ne dirais pas de nom, mitées partout. Ah, ils auraient eu besoin d'une loi littorale. Hein. Et si je vais de l'ouest vers le sud, cette Méditerranée que j'aime tant, vous ne croyez pas qu'il y a des élus qui pourraient dire « Ah, si on avait eu la loi littorale avant ?» Donc je comprends bien, Jacques, qu'il y a des excès partout, de normes, de règlements. Mais quand même, vous, dans le Morbihan, la plupart d'entre vous, vous habitez plutôt proche de ces centres du littoral, qui est une richesse considérable pour vous. Je suis tout à fait prêt à voir pour certains aménagements, mais à voir détruire ce paysage breton, jamais. 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 Je dis d'ailleurs la même chose pour la loi montagne. J'étais en Savoie il y a peu de temps. J'aime ces déplacements.
Là aussi, on m'a dit, la loi montagne, la loi montagne. Puis quand je vois, je dis, vous avez vu ce que vous avez fait dans certaines stations? On se demande si vous aimez votre région. Beaucoup ont respecté les normes. Donc, je sais bien que protection ne doit pas être empêcher le développement. Je sais bien, Jacques, que vous gagnez de la population. Tant mieux. Mais c'est un trésor, ce que vous avez. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un paysage comme le vôtre, un bord de mer comme le vôtre, une ruralité comme la vôtre. Ne passons pas d'un excès à l'autre. Alors, je voudrais terminer en vous disant que, y compris pour la réforme territoriale, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre avec la même franchise. J'aime ce contact, j'aime cet échange. J'étais tout à l'heure avec des ouvriers, je suis maintenant avec des élus. Juste un mot pour la réforme territoriale. Je fais de la politique depuis 35 ans. J'ai connu tous les mandats. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Puis j'y suis arrivé. C'est un long chemin. Très long chemin. Pour beaucoup de sang-froid. Beaucoup de conviction. Depuis que je fais de la politique, qu'est-ce qu'on dit? Personne ne comprend plus rien à l'organisation de la France. Alors, commune, 1. Communauté de communes, 2. Département, 3. Région, 4. État, 5. Europe, 6. Et j'oubliais les pays. 7. Comment voulez-vous que ça marche? Commune, département, région, État, tout le monde avec la compétence générale. Comment voulez-vous qu'il ne se marche pas sur les pieds? Il y a 22 milliards de dépenses publiques, départements, régions, sur les mêmes domaines. Qui y comprend quelque chose? Et d'ailleurs, les élus départementaux, régionaux, comment peuvent-ils refuser une demande puisqu'ils ont compétence générale? C'est pas facile. J'ai été président de conseil général. Mais quand vous êtes président de conseil général ou président de conseil régional, quand vous avez compétence générale et que n'importe qui vient demander n'importe quelle subvention, vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez même pas vous abriter derrière la réglementation. Vous finissez par céder. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Réserver la compétence générale pour les communes et pour l'État. Parce que les communes, c'est l'échelon de proximité. Les premiers vainqueurs de la réforme territoriale sont les communes. Je n'ai jamais été de ceux qui pensent qu'il y a trop de communes. J'ai toujours pensé que la qualité de vie française vient aussi du fait qu'il y a 1,5 million de Français et de Françaises qui acceptent de se dévouer pour leur mandat. Et qu'est-ce qu'on fait? On rapproche le département et la région. Pourquoi? Pour que ça soit les mêmes. C'est-à-dire que vous, les maires, vous aurez affaire à un conseiller territorial qui aura dans sa main la possibilité d'agir sur le département ou sur la région. Cohérence, convergence, plutôt qu'opposition. J'ai tenu à ce qu'on garde la structure cantonale, Jacques. Pourquoi? Pour protéger la ruralité. Parce que si on n'avait pas gardé la structure cantonale, c'est la ruralité qui n'était plus représentée. Donc il y aura des cantons un peu plus grands, avec un conseiller territorial. Ça évitera les oppositions entre départements et régions. Alors, il y a toujours les simplistes qui disent « Oh, il fallait supprimer un échelon. » Je sais, il fallait, il y a qu'à, faut que. Sauf que les départements ont la légitimité historique, les régions ont la légitimité régionale. J'ai voulu faire converger les deux, plutôt qu'opposer les deux. Alors, je suis tout à fait prêt là aussi à répondre aux questions que vous aurez à me poser. Jacques a dit, il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ne retrouveront pas leur place. C'est vrai. D'abord, si on n'était pas en France, bon, puisqu'on est en France, forcément, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et vous le savez tous dans vos communes. Mais franchement, en cette période de crise, c'est vrai, j'assume, nous avons voulu diminuer de 40% le nombre d'élus. Vous pensez que j'aurais dû les augmenter de 40%? Vous pensez que c'est ce qu'attendent les Français? Vous pensez qu'ils ne trouvent pas qu'il y en a trop? Qu'il y a trop de doublons? Qu'il y a trop de gabegies? Qu'il y a trop de complexité?
pensez que ça aurait été mieux? Je dis, voilà, ça y est, on a trouvé la solution pour sortir de la crise. Plus de fonctionnaires des administrations, plus d'élus dans les collectivités. Vous pensez que c'est ça? Et avec ça, naturellement, moins d'impôts et plus d'emplois. C'est comme ça que ça marche, bien sûr. Personne ne m'aurait cru. Donc voilà, je vous appelle à un débat très, très, très libre, républicain, comme l'a dit votre président. J'essaierai moi-même de m'adapter à la pertinence, bien sûr, de vos questions. Ne soyons guidés que par une seule chose, l'intérêt général. Et ça sera ma conclusion. S'il y a des problèmes, il faut les traiter. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. On ne peut plus repousser à la Saint-Glinglin la solution des problèmes. Soit c'est un problème, alors on le traite tout de suite. Si ce n'est pas un problème, on arrête d'en parler. Mais moi, je ne connais pas le système qui fait que dans un couple, comme dans une collectivité, on règle les grands sujets sans en parler. Quand le silence s'abat dans un couple, c'est mauvais signe. Dans une société aussi. Il faut parler des choses. Si c'est un vrai sujet, on en parle. Une fois qu'on en a parlé, on prend les décisions. On ne laisse pas aux générations qui suivent le poids de la décision que la génération actuelle n'aurait pas eu le courage de prendre. On décide et on assume. C'est ce que j'ai voulu faire pour la réforme des retraites. Parce que j'ai estimé que c'était notre devoir de faire ainsi. Voilà, mesdames et messieurs. J'attends avec plaisir la première question. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, pour la bonne organisation de notre rencontre républicaine, nous avons tenu à ce que chacune des sensibilités politiques du département puisse vous interroger, Monsieur le Président. Alors, je vais présenter les intervenants. Tout d'abord, donc Jean-Luc Bléaire, qui est maire de Guer et président de la communauté de communes du Pays de Guer, qui va vous interroger sur les modifications apportées aux dotations de l'État et sur les normes. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gel des dotations de l'État, la progression de charges incompressibles, l'accumulation des normes entraînent des remises en question régulières de nos politiques locales et donc des coûts supplémentaires et renforcent la précarité financière de nos collectivités, tout en générant une baisse de l'autofinancement dans leur budget, donc un ralentissement, voire un arrêt de leur développement. Les collectivités locales ont besoin du soutien de l'État pour ce développement. Ma première question est la suivante. Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer votre attachement à cet objectif? Je vais poursuivre sur deux autres questions, si vous le permettez. L'État souhaite par ailleurs assainir ses finances, ce qui est louable. Certaines déclarations publiques évoquent une gestion dispendieuse des finances locales, ce qui est inexact et injuste. C'est l'objet de ma deuxième question. Ne pensez-vous pas nécessaire une réduction encore plus drastique du train de vie de l'État, afin que les choix politiques du gouvernement ne pèsent pas trop sur les finances des collectivités et finalement, cette période de crise sur le contribuable local, si l'on veut poursuivre le développement et maintenir les services et la qualité de service à la population. Enfin, les collectivités, vous avez fait allusion tout à l'heure, les élus sont envahis par la réglementation qu'ils se doivent d'appliquer à la lettre. Trop de normes, trop de contraintes pèsent sur les élus et ralentissent et complexifient leurs interventions, leurs actions, au risque en plus qu'à défaut du respect de ces normes, leur responsabilité soit engagée. Ma dernière question est la suivante. Quelles mesures simplificatrices envisagez-vous de prendre pour réduire ces contraintes et ces normes et ainsi faciliter le travail des élus? Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bléaire. Oh. Quand vous aurez des grandes questions, vous me le direz, parce que... C'est l'intérêt de notre travail et l'intérêt général que je me demande, Monsieur le Président. Bien sûr, bien sûr. Bon, d'abord, ne fuyons pas. Avec le Premier ministre, nous avons décidé le gel des dotations aux collectivités territoriales pour 3 ans. Pourquoi? Vous voyez, Monsieur le maire, ce qui se passe en Grèce. Vous voyez ce qui se passe en Irlande. Vous voyez ce qui se passe au Portugal. Vous voyez les risques sur l'Espagne. Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite la même destinée pour la France? S'il y a quelqu'un qui me le dise, est-ce que vous croyez que ça fera plaisir aux Français que la France un jour soit obligée de tendre la main parce que plus personne ne veut lui prêter de l'argent? Est-ce que j'ai été élu pour ça?
Non. Non. Les dotations aux collectivités territoriales, j'en disais un mot il y a un instant, c'est 99 milliards. Les salaires et les pensions, c'est environ 142 milliards. Si nous voulons, et il le faut, monsieur le maire, réduire les déficits, il faut donc diminuer les emplois publics et geler les dotations aux collectivités. Geler, ça veut dire la même chose. Pas moins. La même chose. Comment voulez-vous d'ailleurs que la France réduise ses déficits si chacun n'y participe pas? Vous me dites, il faut faire davantage d'efforts pour l'État, bien sûr. En cela, breton est bien français, que le voisin fasse plus d'efforts que moi. Vous me le dites avec un gentil sourire, mais enfin, dans les déficits de la France, l'État pèse pour 30%. Je dois aussi faire peser cette obligation de réduction des déficits sur la sécurité sociale, d'où la réforme des régimes de retraite, et modérer les dépenses des collectivités territoriales. Il s'agit d'accabler personne, mais il s'agit de regarder la situation telle qu'elle est. Chacun doit faire un effort. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est l'intérêt de tous. De tous. Je ne laisserai pas les finances publiques de l'État français, de la France, dériver. Je l'ai dit d'ailleurs au Congrès des maires, et il me semble que le message a été compris. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas de marge de manœuvre? Non, il y aura des marges de manœuvre grâce aux péréquations. Nous allons augmenter les fonds de péréquation. Alors là, tout le monde applaudit. Jusqu'au moment où on dit la péréquation, qui reçoit et qui donne. Tout le monde est d'accord pour l'idée de justice, mais ceux qu'on met à contribution me disent « Ah ben non, nous, on a une meilleure situation parce qu'on est plus dynamique. Vous n'allez pas nous prendre ce qu'on avait eu tant de mal à créer. » Il n'en reste pas moins qu'avec un potentiel fiscal qui va de 1 à 1000 entre les différentes collectivités, l'effort de péréquation doit se faire. Nous avons créé une nouvelle dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est la fusion entre la DGE et la DDR. Rien que pour le Morbihan, elle va augmenter cette année de 8,8%. Donc, gel des dotations de l'État vers les collectivités, on doit tous faire un effort. Et je vous ai parlé des moins 22% pour l'État. Augmentation de la péréquation pour permettre à chacun d'avoir des possibilités de marge de manœuvre. Mais il est certain que si nous décidons de jeter des dotations, on ne peut pas continuer à aligner les normes. Avant de venir, je regardais les chiffres. Tenez-vous bien, il y a 400 000 normes en France. Mais vous conviendrez qu'elles ne datent pas de 2007 et de mon élection. Donc nous avons décidé le gel des normes, mais ça ne suffit pas, il faut en retirer. 2 missions ont été confiées à Éric Doligé, président du Conseil général, et à Jean-Luc Warsmann, président de la Commission des lois, pour qu'on supprime des normes et surtout qu'on comprenne que l'unité de la France, cela ne veut pas dire uniformité. Mettre pour un village de 2000 habitants les mêmes normes pour construire une halte-garderie, une crèche ou une école qu'en plein cœur de Paris, ça n'a pas de sens. Parce que le prix du terrain n'est pas le même. Parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc sur les normes, non seulement nous les avons bloquées, mais nous allons vous en retirer de manière à ce que chacun puisse s'adapter à la réalité de son territoire. Il y a un côté un peu effrayant à vouloir mettre tout le monde sous la toise. Et nous n'avons pas le choix, les décisions seront prises au printemps.
Enfin, dernier point dans ce que vous m'avez posé comme question, le problème de la responsabilité des élus. Ça devient effrayant maintenant. La prime est pour celui qui ne fait rien. Mieux vaut construire laid et conforme que prendre la responsabilité d'essayer de faire quelque chose d'inventif et de beau qui ne respecte pas à la lettre un cahier des charges. Moyennant quoi, on a un peu stérilisé les capacités d'initiative des élus dans notre pays. La moindre association peut tout bloquer en allant devant le tribunal administratif et en n'étant même pas condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Celui qui se plaint a toujours raison par rapport à celui qui prend une initiative. Voilà. Donc, la judiciarisation de notre société est un souci constant pour vous. Elle l'est pour nous aussi. Hein? Il n'est pas sûr que la Tour Eiffel aurait pu être bâtie avec le droit de l'urbanisme actuel. Et que dire du château de Versailles? Je ne suis pas sûr que la règle H égale L soit respectée partout. Hein? Quand on voit notamment la longueur de la galerie des glaces. Bon. Donc, en vérité, ce dont on a besoin, c'est ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est qu'on voit ensemble ce qu'on peut alléger dans la législation, notamment du code de l'urbanisme, qui est devenu illisible pour tout le monde. Pour tout le monde. Et j'ai proposé que le Parlement consacre un mois de son travail, non pas à voter de nouvelles lois, mais à délégiférer. Ça sera d'autant plus facile, monsieur le maire, à le faire, que les équilibres environnementaux seront préservés par vous. Autrement dit, dans l'intervention de Jacques tout à l'heure comme dans la vôtre, je ne vois pas la volonté de démolir la loi littorale, mais de prévoir quelques aménagements pour permettre protection de l'environnement et développement durable. Donc voilà vers quoi nous allons. Blocage des normes, suppression d'un certain nombre de normes par leur adaptabilité à chacune des régions, de façon à donner de la souplesse aux maires. Voilà. On ne peut pas contraindre les maires par les normes, les contraindre par les finances, et pas leur donner une marge d'appréciation sur la capacité à appliquer des règlements qui sont totalement différents dans les 36 500 communes que nous avons, selon qu'on soit grande capitale ou petit village rural. Voilà la politique que met en œuvre Philippe Richert et que nous allons développer. Donc plus de normes, de la diversité dans l'application de celles qui resteront et un effort financier pour les 3 années qui viennent. On ne peut pas faire autrement. J'ajoute un dernier mot. Vous avez tous vos résultats de taxes professionnelles. Quand j'ai fait la réforme de la taxe professionnelle avec le ministre des Finances, tout le monde a dit qu'on allait vous prendre de l'argent. On a les résultats. Ça a été garanti. Personne n'a été volé. Et en même temps, c'est 6 milliards d'euros de moins qui ont été prélevés sur les entreprises. Si vous voulez garder des entreprises dans la Bretagne, il faut alléger la fiscalité sur les entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, plus personne ne me parle de la taxe professionnelle. Alors que c'était le grand débat du congrès de maires de 2009. Avec des gens qui hurlaient à la mort en disant « Attention, on va être ruiné ». Mais ce qu'allait vous ruiner, c'est les délocalisations. Ce n'est pas la réforme de la taxe professionnelle. Regardez comme c'est complexe, la France. Quand ça ne va pas, ou plutôt quand on a peur que ça n'aille pas, on prend le haut-parleur facilement. Puis quand ça va bien, ou finalement quand ça n'a pas été si mal qu'on aurait cru que ça allait, on est d'une discrétion de bleuette. Et plus personne n'en parle. Même le président de l'association des maires du Morbihan. Je serais venu il y a 2 ans, Jacques. La taxe professionnelle, je viens 2 ans après. Le sujet a disparu. Il y a 3 mois, il paraît que la France était au bord de l'explosion sociale avec la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est moi qui remets le sujet systématiquement pour expliquer. Mais qui en parle? Vous vous souvenez ce qu'il y avait écrit dans les journaux il y a 3 mois?
Ou vous avez déjà oublié? Vous savez qu'il y a 3 mois, on a fait la réforme des retraites. Ainsi va la France, de crainte en crainte. Et une fois que la réforme est votée, on se dit, oh bon, finalement, c'était pas si terrible, et on transfère ces craintes sur un autre sujet. Voilà. C'était pas tout à fait votre question, mais c'était vraiment ma réponse. Merci, Monsieur le Président. Odette Herviaux, sénatrice, va vous questionner sur la réforme des territoires. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord, en cette journée du 8 mars, consacrée donc aux femmes traditionnellement, de vous dire que déjà sur cette réforme, je regrette la remise en cause de la parité appliquée au scrutin régional. Mais plus globalement, ne pensez-vous pas qu'un certain nombre d'a priori contestables, que vous avez déjà vous-même abordés, tels que l'architecture territoriale nationale était un frein à la croissance, les structures étaient trop nombreuses, les élus locaux étaient parfois trop dépensiers, que ces a priori aient pu fausser les débats dès le départ, alors que la grande majorité des élus souhaitaient une réforme claire, efficace et garante de la stabilité financière des collectivités. Mais cette réforme, malheureusement, elle ajoute les communes nouvelles, les métropoles, les pôles métropolitains, et leurs compétences ne sont toujours pas, bien sûr, définies. De plus, on l'a déjà évoqué, le flou financier et budgétaire nous fait craindre, et vous avez déjà répondu en partie, les ressources des collectivités. Deuxième et avant-dernière question, quelle cohérence voyez-vous dans le fait qu'un élu va obligatoirement cumuler 2 mandats? Sa bivalence ne risque-t-elle pas de réduire à la fois les initiatives locales et de remettre en cause la dimension stratégique des conseils régionaux? Les élus locaux, Monsieur le Président, qui ont toujours été les défenseurs et les promoteurs de nos territoires, sont inquiets malgré tout et se demandent si par cette réforme, nous n'assistons pas à un recul de l'autonomie des collectivités et s'il ne sous-tend pas la fin de toutes nos grandes lois de décentralisation. Allez, parce que c'est la journée de la femme, je comprends votre intervention. Mais Madame la sénatrice, qui comprenait quelque chose à l'organisation telle qu'elle était? Vous êtes plus intelligente que moi, alors. Ben, vous croyez que les femmes comprenaient l'organisation territoriale? Et qu'on savait où il fallait déposer un dossier quand on est élu local? Et que vous pensez que les femmes considéraient qu'il n'y avait pas un peu de gabegie dans tout ça? À multiplier les hôtels de région, les hôtels de département, les intercommunalités, les structures dans tous les coins, sans savoir qui faisait quoi. Quand un maire voulait déposer un dossier de subvention, il savait parfaitement ce qu'il en était. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Franchement, Madame la sénatrice, je ne le crois pas. Vous me dites qu'il faut une réforme claire, lisible et efficiente. Oui, d'accord. Et après? Si possible, qu'il rapporte beaucoup et qu'il ne coûte rien. À ça, sur le principe, on va rapidement se mettre d'accord. Mais sur les modalités. Alors, reprenons les problèmes que j'avais évoqués. La parité. La parité, c'est un objectif auquel nous sommes tous attachés. Mais la réforme territoriale que nous vous proposons favorise l'engagement des femmes dans la vie municipale. Aujourd'hui, il y a 72 500 femmes qui sont conseillères municipales. Demain, si le scrutin de liste est abaissé, comme nous le souhaitons, dans les communes de 3 500 à 500 habitants, ce sont 105 000 femmes qui siégeront dans les conseils municipaux. Alors là encore, on me dit, ah oui, mais conseil territorial, vous le faites au scrutin cantonal, quoi, uninominal. Si j'avais supprimé ça, tous les partisans du scrutin territorial uninominal me seraient tombés dessus. On est bien d'accord. Qu'auraient dit les élus ruraux si j'avais supprimé le scrutin territorial au profit d'un scrutin de liste? Le scrutin de liste, Madame la sénatrice, fait le délice de la ville et fait la mort de la campagne. Eh bien, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, les élus du scrutin de liste sont d'abord les élus des villes, où existe le plus de population. Moi, j'ai voulu défendre les territoires, la ruralité.
en gardant le scrutin uninominal. Mais je me suis dit, c'est vrai, avec le scrutin uninominal, on aura peut-être moins de femmes. Alors abaissons le seuil du scrutin de liste pour les communes. Aujourd'hui, c'est 3500 habitants pour faire une liste, un scrutin de liste. Nous proposons que ça soit 500 habitants. Alors là, on me dit, attention, c'est trop bas. Ça politise, on n'a pas de quoi faire. Vous voyez, comme le souci de la parité, hein, c'est comme la péréquation. Donc sur la parité, ma réponse, c'est simple. Si vous votez au Parlement la réforme du scrutin municipal en abaissant le seuil de 3500 à 500, il y aura plus de femmes, 30% de plus. Et s'il y a plus de femmes comme conseillères municipales, il y aura plus de femmes à terme comme conseillères territoriales, puisque vous savez bien que l'argument qu'emploient les hommes qui veulent garder leur place, il n'y a pas de femmes candidates. C'est pas possible que ce soit, il y a qu'au Morbihan, on ne dise pas ça. Non. Ensuite, l'autonomie. C'est extraordinaire. En Allemagne, pays fédéral, les Länder, les régions, n'ont pas de fiscalité autonome. La totalité de la fiscalité vient de dotations budgétaires de l'État. Est-ce qu'on dit qu'en Allemagne, les Länder ne sont pas autonomes? Pourquoi? La réforme territoriale ne tient en rien l'autonomie des communes. Au contraire, les communes sont les grandes gagnantes de la réforme. Elles gardent la compétence générale. Les départements et les régions ne garderont compétence générale que sur le sport, la culture et le tourisme. Pour le reste, chacun aura sa propre responsabilité. C'est quand même plus logique qu'on sache que doit faire le département, que doit faire la région. Qui peut contester cela? L'État, compétence générale, la commune, compétence générale, et compétence particulière pour le département et la région. En quoi cela remet-il en cause l'autonomie? En rien. Et pour moi, cela met le conseiller territorial en situation de répondre aux demandes des maires. Quand les maires auront un dossier à déposer, madame, ils s'adresseront à leur conseiller territorial. Que le dossier doit aller au département ou à la région, ça sera la même personne. Ce conseiller territorial représentera un peu plus que le canton et pourra recevoir les dossiers de tous les maires de sa circonscription territoriale. Est-ce que ce n'est pas plus logique? Quant au département et à la région, au lieu de se faire la guerre, pas ici, hein, jamais ici par construction, mais ce seront les mêmes qui siégeront. Un jour pour la région, un jour pour le département, ça met de la cohérence. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a besoin de mettre un peu de cohérence dans l'organisation de notre pays? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait beaucoup de déperditions avec toutes ces administrations, tous ces collèges d'élus? Je n'ai jamais attaqué les élus pour ma part, jamais. Pour une raison simple, je l'ai été toute ma vie. Toute ma vie. Mais je vois bien que parfois les élus sont attaqués, notamment par ceux qui n'ont jamais eu le courage de se présenter à une élection, qui sont nombreux, et qui aiment bien donner des leçons à ceux qui ont été élus. Mais soyons raisonnables les uns et les autres. Soyons raisonnables. Toutes les communes de France appartiennent à un nombre d'intercommunalités. Tout ceci crée des strates, supervise des administrations, crée des doublons. Il fallait bien y mettre un terme. Et avec cette réforme, on vous donnera de la simplicité et de la lisibilité. En gardant le canton auquel les gens sont très attachés, il me semble que c'était bien préférable à un système qui aurait conduit à supprimer le département ou à supprimer la région. Vous imaginez si j'étais venu dans le Morbihan en disant « votre département n'existe plus » ? Ah, j'aurais été bien reçu. Ou si j'avais dit « ah ben la Bretagne n'existe plus », ah, ça aurait fait un grand succès. Vous comprenez? Donc il fallait trouver une solution. Je n'ai pas voulu toucher aux communes, parce que je pense que les communes ont vraiment la légitimité de la proximité. Mais qu'aux deux niveaux du dessus, il fallait mettre de la convergence, rapprocher les choses pour éviter les doublons et les déperditions d'énergie et d'argent.
Je suis persuadé que cela va donner du sens à l'organisation de notre nation. Alors, il y a d'autres idées, d'autres avaient dit qu'il faut supprimer la moitié des régions. C'est toujours facile quand on est de l'extérieur de dire, allez, on biffe d'un trait de plume. Mais la France n'est pas une page blanche. Et je crois que cette organisation, vous le verrez, une fois que vous l'aurez adoptée, vous finirez, Madame la sénatrice, par l'aimer. J'en suis persuadé. Bon, quant à la journée de la femme, il y aurait beaucoup à dire, parce que ça voudrait dire que les autres, c'est les journées des hommes, alors. C'est très curieux, quand même, comme système. Bon, alors, franchement, hein, les femmes jouent un rôle tellement important dans notre vie, dans la société. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la vie des femmes ressemble à la vie des hommes. Les choses ont changé considérablement. Considérablement. Les femmes, toutes les femmes, veulent travailler, souhaitent être autonomes. Et qui ici pourrait me dire que pour sa fille, il n'a pas les mêmes aspirations que pour son fils? Bon, alors c'est sympathique, il faut le faire. Mais enfin, parfois, il faudrait qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de trouver du travail pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Hein? Et une possibilité de promotion sociale pour les deux. Merci en tout cas, Madame la sénatrice, de m'avoir posé cette question. Alors, Yvette Tanné, maire de Saint-Vincent-sur-Oust, va vous adresser un peu les mêmes questions avec son regard d'une maire d'une petite commune rurale, hein, et son inquiétude aussi. Elle voudrait surtout vous interroger sur le fléchage et l'abaissement du seuil de population communale pour le scrutin à la proportionnelle. On l'a déjà évoqué, mais enfin, elle a là-dessus des inquiétudes. Donc, Yvette. Voilà, Yvette Hanné, maire de Saint-Vincent-sur-Oust, 1308 habitants, vice-présidente du Conseil général et vice-présidente de la communauté de communes du Pays de Redon. Avec une particularité, elle est située sur 3 départements et 2 régions. Monsieur le Président, jusqu'à présent, il est vrai, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale étaient constitués à la suite des élections municipales. Les conseillers municipaux des communes membres, une fois installés, élisaient leurs délégués communautaires au scrutin secret à la majorité absolue. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, en fait, entérine le principe de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires par la voie d'un scrutin jumelé à partir des listes municipales. Ce système, Monsieur le Président, ne risque-t-il pas d'induire une politisation d'une élection qui ne l'était pas aujourd'hui, surtout dans les petites communes ? Ainsi, comment envisagez-vous la mise en place de ce scrutin ? Et enfin, la nouvelle loi entérine un autre principe, celui de la limitation du nombre de vice-présidents de l'organe délibérant communautaire qui, lui, est ramené à 20% de l'effectif total du Conseil. La transition ne vous paraît-elle pas difficile pour les EPCI au sein desquels chaque commune était représentée par un ou une vice-présidente, ce qui assurait un lien effectif entre la commune et le PCI. Je vous remercie, Monsieur le Président. Yvette, c'est moi qui vous remercie. Puis on sent que la question a été bien réfléchie. Hein? D'abord sur l'élection des élus intercommunaux. Je me suis opposé à l'élection des élus intercommunaux au suffrage universel direct. Pourquoi, Yvette ? Parce que dans ce cas, il y avait un risque de conflit de légitimité. Est-ce que je me fais comprendre ? Mais oui. Qui a le dernier mot entre l'élu au suffrage universel de la commune et l'élu au suffrage universel de l'interco ? Ce n'était pas possible. Beaucoup étaient en soutien de cette élection au suffrage universel. Mais, chère Madame la maire, c'était la mort de la commune que de faire une élection au suffrage universel de l'intercommunalité. Et oui, c'était la mort de la commune.
Deuxièmement, il fallait mettre un peu de démocratie. Donc les premiers de liste seront systématiquement les élus de l'intercommunalité. C'est un bon système. Bon, ça évite le plaisir de l'élection le soir du conseil municipal qui compose au suffrage secret des intercos. Ça évite des surprises. Mais là, vous présentez une liste. Les premiers de liste seront élus de la commune et élus de l'interco. Je trouve que c'est un bon équilibre entre un renforcement de la démocratie et la préservation de l'autonomie des communes. Bon, alors c'est vrai que les parlementaires ont voulu limiter le nombre de vice-présidents. On ne peut pas leur en vouloir quand même. Je connais les bagarres pour être vice-président. Ça maîtrise quand même les frais de fonctionnement. Parce que qui dit vice-présidence dit indemnité, les parlementaires dans leur sagesse ont voulu ça. Mais je voudrais vous donner 2-3 chiffres. Savez-vous combien il y a de syndicats intercommunaux ? 15 500. Combien d'EPCI à fiscalité propre ? 2600. Combien de pays ? 371. On pouvait continuer comme ça ? Je ne donne que les structures, je ne donne pas les présidents et vice-présidents. Ce n'était pas raisonnable. Il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ceci. L'intercommunalité avait besoin d'être rationalisée. Je précise que la carte intercommunale sera réorganisée d'ici à la fin juin 2013, sous le contrôle de commissions départementales de coopération intercommunale. Le préfet jouera un rôle, mais il n'imposera pas ses choix aux élus, puisque les élus disposeront d'une capacité de blocage et d'initiative à la majorité des 2/3 de la commission. Mais là encore, je sais bien, c'est plus populaire de dire allez, multiplier les vice-présidents, multiplions les intercommunalités, multiplions les EPCI. Mais qui peut croire que c'est la solution pour les problèmes de la France aujourd'hui ? Ce n'est pas raisonnable. Il faut collectivement on soit raisonnable. Je sais que dans votre département, vous avez pris de l'avance. Il n'y a que 6 communes qui ne sont rattachées à aucune intercommunalité, ici, et vous avez su réduire en 5 ans le nombre des syndicats de communes de 28%. Mais rendez compte, il en existait 111. Ça en fait encore 78 pour un département comme le département du Morbihan. Franchement, il y a de la marge. Merci, chère Yvette. Monsieur le Président, là, je crois que vous allez nous dire qu'on fait une fixation avec la loi littorale. Il n'en est pas. C'est pas du tout ça. Nous sommes pour la protection de notre beau département et surtout de son littoral. Mais Emmanuel Jiquel, maire de Sainte-Hélène et vice-président de la communauté de communes de Bellevue-Blavet-Océan, et qui d'ailleurs a un petit peu travaillé ça avec les maires des îles, et notamment les maires de Belle-Île, va encore vous en reparler. Je sais, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué déjà, mais permettez-moi d'enfoncer le clou, sinon je serai dans l'obligation de retourner dans ma petite commune ostréicole dans la Ria d'Etel sans l'avoir posée. Vous êtes aujourd'hui en Bretagne, Monsieur le Président, un territoire fortement marqué par l'importance de son linéaire côtier et de l'économie qui en découle. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que la loi littorale, qui est une loi de protection et d'aménagement votée à l'unanimité, voit de plus en plus le volet protection prendre le pas sur l'aménagement et, comme vous l'avez dit, à la demande souvent d'associations d'environnement. Les plus élaborés avec les services de l'État et validés par les préfets se voient chaque jour proposer à la signature des maires des refus de permis de construire dans des zones urbanisables. De plus, depuis 2 ou 3 ans, la nouvelle rigidité dans l'application de continuité avec l'urbanisation existante contraint à l'implantation de zones d'activité, de stations d'épuration, de bâtiments agricoles, de parcs éoliens ou photovoltaïques à proximité immédiate des habitations, alors qu'ils sont généralement attaqués par des associations comme étant générateurs de nuisances. Comment expliquer à la population d'un territoire rural, comme l'a dit notre président, qui n'a de littoral qu'un fossé recevant l'eau salée 3 ou 4 fois dans l'année, que tout son territoire est soumis à la loi ? Que dire de nos Iliens quand à Belle-Île, le projet d'usine de production d'eau potable est remis en cause et comme nous l'a
évoqué notre président, on a vu un exploitant partir dans le bateau avec ses vaches. Aujourd'hui, Monsieur le Président, peut-on espérer mettre en place des outils de développement durable et pérenniser l'économie littorale si l'application de la loi ne peut plus se faire que par la jurisprudence des tribunaux? Vous savez, monsieur le maire, j'étais il y a quelques mois, pour un des déplacements les plus difficiles et les plus douloureux qui m'était été donné de faire, en Charente-Maritime et en Vendée. Ce que je vais vous dire est extrêmement sérieux. J'ai vu des élus comme vous, des braves gens passionnés de leur territoire et du développement de leur commune. Passionnés. Je ne parle pas des malhonnêtes. Je ne parle pas de ça. Je parle d'élus de terrain, aimant profondément la Charente-Maritime et la Vendée. Des gens merveilleux. Et puis il y a eu la tempête Xynthia. Je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. La vague a pénétré jusqu'à 1,5 km à l'intérieur du littoral. 1,5 km. J'ai vu un couple de braves gens. Vous savez, en Charente-Maritime, un département que je connais bien, c'est beaucoup de maisons sans étage. Vous savez, là-bas, dans le pays, chez vous aussi, il y a beaucoup de maisons comme ça qui sont de plein pied, comme l'on dit. C'est un couple, 1,5 km de la mer, 1,5 km. La vague est venue détruire leur maison. Ils étaient dans leur chambre, la vague les a mis dans le champ derrière. 1,5 km. Voilà. Il y a eu des dizaines de morts à la suite de permis de construire qui ont été donnés. Non pas... Jacques, parfois il y a des affaires scandaleuses. Je ne parle pas de ça. Je parle de maires qui, là-bas, la population augmente parce qu'il fait bon vivre, comme chez vous. Et il y a des gens qui veulent venir passer leur retraite. Et donc il y a une pression foncière. Et des maires, depuis 40 ans, ont donné des permis de construire. La mer n'était jamais venue de mémoire d'homme jusqu'à là. Et puis il y a eu la conjonction d'événements extraordinaires. Et j'ai vu des élus en larmes. Parce qu'ils se retrouvaient avec des communes qui avaient perdu 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et à ce moment-là, beaucoup de ceux qui contestaient la règle auraient été bien heureux devant la catastrophe que cette règle soit respectée. Je ne vais pas fuir ce que vous m'avez dit. Je veux simplement vous dire que vous, les maires, vous êtes en première ligne quand il y a une catastrophe. Je vous en supplie, considérez cela. On ne peut pas prendre de risques avec les vies humaines. Ça nous a amené, n'est-ce pas Bruno, à interdire des gens de revenir dans leur maison, à faire démolir des maisons. Et vous vous rendez compte, 1,5 km, c'est loin. Bon. Donc, je ne serai jamais complice d'un abaissement des règles de sécurité dans quelque région que cela soit. Voilà, je préfère répondre franchement et dire ça. Parce qu'au moment où il y a la catastrophe, tout le monde s'en va, tout le monde a oublié, et on se retrouve face à la cérémonie pour accompagner les morts du village. Bon. Et croyez-moi, il n'y a pas que la Charente-Maritime, il n'y a pas la Vendée. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Là où la mer est passée une fois dans l'histoire, elle peut revenir. Donc la notion de littoral immédiat, c'est une notion qu'il faut regarder de très près. Deuxièmement, l'idée de la loi littorale, c'était d'éviter le mitage et de permettre de construire en périphérie des villes et des villages, pour faire clair. Je veux bien, Jacques, comme vous, Monsieur Gicquel, admettre l'idée que, comme toujours dans notre pays, il y a un excès d'application de certaines règles qui méritent quelques assouplissements. Je suis tout à fait prêt à ce que, dans le cadre du travail des associations de maires ou des élus, je serais même prêt à recevoir une délégation, s'il s'agit d'aménagement, pas de remise en cause.
Donc voilà les deux lignes rouges que je fixe, c'est la sécurité des Bretons, hein, parce que mais si vous saviez, enfin, vous savez, j'aurais voulu que vous participiez à ce déplacement, la colère des gens, et c'est inimaginable. Les mêmes qui avaient demandé des permis de construire, qui avaient été heureux de les obtenir, se retournaient vers le maire en disant « Pourquoi vous m'avez mis là ?» Mais enfin. Et la deuxième chose, c'est la protection de ce littoral extraordinaire, de cet arrière-pays exceptionnel qu'est le vôtre. Bon. Maintenant, s'il y a des aménagements à voir dans le cadre du développement durable, vous avez avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Aménagement du Territoire, et Nathalie Kosciusko-Morizet, la possibilité de créer un groupe de travail. Je ne m'y opposerai pas. Hein, mais je fixe vraiment ce cadre-là. Au fond, je voudrais m'opposer à deux intégrismes. L'intégrisme du tout bâti, de la pression immobilière, où il faut construire, 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 uniquement pour gagner de l'argent, en se moquant du tiers comme du quart, de la qualité de ce qu'on construit, et un autre intégrisme qui laisse à penser que la nature serait mieux s'il n'y avait pas l'homme qui y habitait. Le jour où il n'y aura plus d'usines, plus d'exploitation agricole, avec quoi les hommes pourront-ils vivre? Voilà. C'est entre ces deux intégrismes, c'est développement durable et protection de l'environnement. Donc, je dis à Bruno, recevra une délégation de maires de l'association pour voir avec vous ce qu'on peut faire, mais dans le cadre strict de ces deux limites. Merci. Monsieur le Président, sur un autre domaine, Marc Kozilis, maire de Kévin et vice-président de Cap-Lorient Agglomération, va vous faire part de la problématique des services publics en milieu rural, même si c'est plutôt un maire proche de l'agglomération. Monsieur le Président, je suis maire d'une commune périurbaine, comme vient de le dire Monsieur le député, de 9000 habitants. Et à ce titre, je suis très sensible au maintien et au développement d'un service public moderne, de proximité, garant de la revitalisation des territoires. En 2010, nous avions organisé dans ma commune un forum sur le thème « Vivre sa ville au quotidien avec les services publics ». Forum qui a rencontré un large écho auprès de la population, montrant ainsi son attachement à cette spécificité bien française. Dans le Morbihan, et plus particulièrement en Centre-Bretagne, la situation s'est considérablement dégradée et je me fais l'écho des populations et des élus du Centre-Bretagne qui, depuis de nombreuses années, luttent pour le maintien de la poste, des tribunaux, des perceptions, des écoles, des hôpitaux, des maternités et aussi de la présence médicale. On sait que les médecins ne viennent plus dans ces territoires. En ce qui concerne les écoles maternelles, l'impossibilité d'accueillir les enfants à partir de 2 ans pénalise d'une part les jeunes parents qui n'ont pas, surtout en milieu rural, de solution de garde, et d'autre part les communes qui n'ont ni les moyens ni les structures de les accueillir. Monsieur le Président, que comptez-vous faire pour stopper l'hémorragie des services publics de proximité en milieu rural et permettre la scolarisation des enfants de 2 ans en école maternelle ? Bon, monsieur le maire, les services publics en milieu rural, c'est d'abord la problématique des transports. Nous avons signé avec la SNCF une convention. À partir du 1er janvier 2011, les 40 lignes de trains dits d'équilibre du territoire, ce qu'on appelait les trains corail, c'est l'État qui redevient l'organisateur des transports de ces liaisons. La conséquence, c'est qu'aucune desserte, aucune gare, aucune liaison ne sera plus supprimée. Deuxièmement, nous mettons 300 millions d'euros d'ici à 2013 pour moderniser ce qu'on appelait les trains corail. 40 lignes. Il n'y a pas que le TGV. Il y a aussi cela. Ça, c'est bloqué, c'est réglé. Deuxièmement, je trouve que la Poste, l'exemple que vous avez pris, si vous me permettez, M. Kozilis, c'est le meilleur exemple d'une adaptation réussie. Qu'est-ce qui vaut mieux, monsieur le maire? Un commerçant dans un village à qui on donne plus de chiffre d'affaires parce qu'il fait bureau de poste,
ou un bureau de poste dans un village qui reçoit un client par jour. Et avec ça, on fait mourir le bureau de poste et le commerçant. Est-ce que vous ne croyez pas, en toute conscience, que ces commerçants ouverts et qui ont parfois un très faible chiffre d'affaires, on n'a pas intérêt à leur donner une rémunération pour une mission de service public plutôt que faire mourir tout le monde? J'ai été ministre de l'Intérieur 4 ans. J'ai aimé être ministre de l'Intérieur. Et j'ai créé les communautés territoriales de gendarmerie, voilà, de brigade. Hein. Ça a été une bagarre terrible. Pourquoi? Parce que je m'apercevais qu'il y avait des brigades où ils recevaient un citoyen tous les 2 jours. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Que le gendarme soit dans la voiture et qu'il fasse la patrouille, pas qu'il reste à attendre le citoyen ou le client derrière le bureau de sa brigade, monsieur le maire. Il faut bien qu'on fasse évoluer les choses. Vous me parlez de justice. La carte des tribunaux français remontait à 1958. 1958. Mais ça n'a pas changé la population depuis? Vous me parlez de santé. Les médecins eux-mêmes disent une maternité qui fait moins de 300 accouchements par an est dangereuse. Est dangereuse. Ce n'est pas une question que vous soyez communiste et moi pas. C'est une question de bon sens. Est-ce qu'on doit garder une maternité qui fait moins de 300 accouchements par an alors qu'elle est dangereuse? Ou est-ce que, à l'époque de la télémédecine, on n'a pas intérêt, on a tellement besoin de maisons de long séjour, on n'a pas intérêt à avoir un grand centre hospitalier avec lequel on peut communiquer sur d'autres hôpitaux de proximité où on envoie les patients qui en ont besoin, plutôt que maintenir une carte dont nous n'avons pas les moyens. Écoutez, l'année dernière, 69% des hôpitaux de France étaient en déficit. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Alors qu'on a besoin d'argent pour la recherche, pour faire des progrès dans la lutte contre le cancer, pour trouver Alzheimer. Alors écoutez, si la défense du service public, ça consiste à vous maintenir des tribunaux dans toutes vos villes, des hôpitaux dans toutes vos villes, des sous-préfectures partout, sans tenir compte de la mutation de la population, on maintient un service public ou on maintient une fossilisation? Nous avons signé avec l'État, François Goulard, qui a été ministre, le sait bien, une convention entre l'État et 9 opérateurs de services publics. Là encore, est-ce qu'il faut une recette municipale qui fasse que ça? Ou est-ce qu'on peut lui faire à la même personne des renseignements de sécurité sociale, des renseignements pour les impôts, des renseignements pour la poste? Est-ce que dès qu'on a 3 mètres carrés de pelouse, il faut qu'on mette une barrière pour que le voisin ne mette pas son pied? Ou est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir un service public polyvalent, avec la même personne, qui puisse répondre pour la poste ou pour la recette municipale? Quel est le problème? Franchement, par parenthèse sur la justice de proximité, c'est plutôt une justice qui rende des jugements qu'on comprend, dans des délais raisonnables, plutôt que d'avoir un tribunal à 5 minutes de chez soi. Et ce que vous attendez des hôpitaux, c'est rentrer malade et sortir en bonne santé, pas le contraire. Bon, franchement, je comprends bien cette histoire de service public qui fait partie de la qualité de vie française. Hein. On est bien d'accord, cela fait partie de la qualité de vie française. Mais le service public doit évoluer. C'est pas la même chose quand même. Et vous le savez bien, vous tous. Enfin, dernier point, les médecins. C'est extrêmement important. Écoutez, il n'y a jamais autant de médecins en France, n'est-ce pas, docteur? 210 000. Ils n'ont jamais été aussi mal répartis. 2 mauvaises répartitions. Mauvaise répartition territoriale, Bruno, et mauvaise répartition dans les spécialités. Hein, il n'y aura bientôt plus que des dermatologues. Enfin, j'ai rien contre. Hein. Non, j'ai rien contre, ça peut servir. Et puis, de surcroît, dans ma situation, je ne vais être contre personne. Bon, mais des obstétriciens, des anesthésistes, toutes les disciplines avec des astreintes. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé que maintenant, l'État allait payer les bourses d'étudiants en médecine
qui s'engageront à aller exercer dans un département où il manque de médecins. Alors, tout le monde veut des droits, et personne ne veut des devoirs, et personne ne veut d'obligations. Bon, on va dire, voilà, je prends un exemple d'une autre région, il y a la fac de médecine de Montpellier. À Montpellier, il y a plein de médecins. Mais, dans la région, il y a un département qui s'appelle la Lozère, où il y a peu de médecins. Eh bien, l'État payera les études de l'étudiant en médecine qui s'engagera à exercer en Lozère plutôt que dans le département de l'Hérault. C'est juste. On a 400 bourses comme ça, dès cette année, qui ont été retenues. On a également prévu les crédits pour créer 250 maisons de santé pluridisciplinaires, pour vous les maires, qui est très important. Et troisièmement, Xavier Bertrand travaille sur un projet extrêmement important. Je crois qu'il faut changer les conditions de rémunération des médecins libéraux, ou les médecins de proximité, pour dire. Jusqu'à présent, on est dans la rémunération à l'acte. Je crois qu'il faut continuer comme cela. Mais est-ce qu'il ne convient pas de réfléchir à une rémunération pour un service public pour un médecin qui accepterait d'exercer dans un département où on manque de médecins? Est-ce que je me fais comprendre? C'est dans le département du Morbihan, je crois que vous manquez de médecins. Vous avez 284 médecins pour 100 000 habitants et vous avez de grandes inégalités territoriales et un certain vieillissement de vos médecins. Bon. Eh bien, je voudrais qu'on travaille sur un système qui permettrait de rémunérer plus un médecin qui vient exercer dans un département qui manque de médecins plutôt qu'un médecin qui va exercer dans un département où il y en a trop. Voilà comment on va, monsieur le maire, adapter cette histoire de santé comme service public. Plus de maisons médicales, plus d'étudiants et une rémunération différente pour les médecins. Mais croyez bien que la qualité du service public ne s'en trouvera pas amoindrie, bien au contraire. Alors vous me posez enfin une dernière question très difficile, qui est la question de la scolarisation à l'âge de 2 ans. Pourquoi c'est difficile? D'abord parce que si vous regardez la plupart des pays européens, la scolarité y est obligatoire à l'âge de 6 ans. Nous sommes l'un des pays qui accueille le plus tôt les enfants. Dans un département comme le vôtre, je regardais les chiffres, très intéressants, il y a presque 50% des enfants de 2 ans qui sont scolarisés. C'est bien pour les parents, vous avez parfaitement raison. Mais l'école maternelle, par exemple, n'existe pas aux États-Unis. Que voulons-nous faire de l'école maternelle? Est-ce que c'est une école ou est-ce que c'est une garderie? Pardon, mais tous les maires, vous êtes confrontés à cette situation-là. C'est une école. Ce n'est pas simplement une garderie. Mais plus vous prendrez les enfants jeunes, plus ça sera une garderie. Parce que, naturellement, un enfant de 6 ans, un enfant de 5 ans et un enfant de 2 ans, ce n'est pas le même emploi du temps et ce n'est pas la même capacité d'appréhension des choses. Bon, donc. Et puis, une fois que vous aurez pris, monsieur le maire, la totalité des enfants de 2 ans du département du Morbihan, je vous signe que dans votre commune, les parents vous diront « Hé, il est dans sa 2e année, mon fils. Et c'est 2 ans à partir de quand? Du 1er septembre ou du 1er janvier? Et pourquoi vous ne prenez pas les enfants d'1 an et demi à l'école? Et vous le savez très bien, les maires qui sont ici. Vous le savez parfaitement bien. Donc, ce qu'on va faire pour vous, ici, on va continuer l'effort, et c'est déjà 1 sur 2, c'est plus que la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale, c'est 30% des enfants de 2 ans. Mais je crois que la solution, c'est plus dans le développement des structures de garde de la petite enfance que dans la surcharge des écoles maternelles. Je voudrais d'ailleurs dire une chose. On attend tout de l'école, qu'elle remplace la famille, qu'elle forme un emploi. Et on dit, pourquoi ça ne marche pas? 2 ans, c'est tout petit pour les envoyer à l'école. C'est tout petit. On n'apprend quand même pas qu'on leur apprenne à lire, à écrire et à compter à 2 ans quand même. Bon. Tout le monde parle de la réduction du temps de travail pour les adultes. Mais les enfants, vous les mettez en structure collective, boum. Ben oui. Ben, ce n'est pas une incongruité, quand même, ce que je dis. Donc nous avons prévu un plan de 100 000 places supplémentaires en accueil collectif, crèche, jardin d'accueil, et je serai plus ouvert à la diminution des normes pour ouvrir des crèches et des accueils collectifs dans vos communes, moins rigides,
parce qu'on met souvent les familles dans une situation de ne pas avoir de solution, plutôt qu'une surcharge systématique de l'école maternelle, même si je comprends parfaitement que les parents veuillent mettre leurs enfants de plus en plus tôt, parce que quand la mère travaille, ce qui est le cas général maintenant, elle dit « mais qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Donc c'est plutôt dans le développement des structures de crèches et de haltes-garderies que dans la multiplication des écoles maternelles à 2 ans, sans compter que je parle pour les mères là aussi, quand vous avez une classe de 2 ans, vous ne pouvez pas laisser l'institutrice seule. Vous êtes obligé de lui mettre des personnes avec pour s'occuper d'enfants qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas tous propres, qui dorment enfin bref, je ne vais pas dire que je suis spécialiste en la matière, compte tenu de mon âge, mais enfin. Merci, monsieur le maire. Bien. Monsieur le Président, donc, nous sommes en Bretagne, c'est la journée de la femme, donc le mot de la fin sera je le saurais, comme ça. À Nelly Fluchard, maire de Plescope, et qui est également vice-présidente de notre association des maires et des présidents de PCI, donc il va vous questionner sur la réunification de la Bretagne et de la Loire-Atlantique. C'est le plus facile pour terminer. J'aimerais bien. Non mais, Monsieur le Président de la République, je ne reviendrai pas donc sur la parité. Excusez-moi. Hein. Monsieur le Président de la République, je ne reviendrai pas sur la parité puisque Madame la sénatrice l'a abordée et que vous lui avez répondu, mais je reste quand même persuadée qu'il y a encore beaucoup à faire pour les femmes. Ne serait-ce qu'en politique, regardez la salle, où sont les femmes? Oh bah quand même. Oui. Elles sont devant, mais... Monsieur le Président... Vous ne voulez pas qu'on les mette derrière, quand même? Non, mais ça cache le désir. Monsieur le Président, le 30 juin 1941, le régime de Vichy séparait pour la première fois depuis 11 siècles d'histoire la Loire-Atlantique du reste de la Bretagne. Le 27 novembre 2008, devant le Congrès des maires, vous avez ouvert des perspectives nouvelles. Cette année sera celle du 70e anniversaire de la partition de la Bretagne. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, d'organiser une consultation populaire en Loire-Atlantique et en région Bretagne administrative pour la réunification administrative de la Bretagne. Vous avez, Monsieur le Président, toutes les cartes en main pour répondre à l'aspiration des Bretons et des Bretonnes. De même, le 21 juillet 2008, la réforme institutionnelle adoptée par le Congrès a fait entrer dans l'article 71 de la Constitution l'appartenance des langues régionales au patrimoine de la France. De nombreux députés de toutes obédiences politiques ont travaillé à une loi sur les langues régionales, la diversité linguistique de la France faisant partie de sa richesse. Monsieur le Président, quel engagement prenez-vous afin que cette loi sur les langues régionales soit enfin débattue et votée? Trugarez, dehors à Autrou, présidente. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Bon, dans la loi du 16 décembre 2010, je parle sous le contrôle de Philippe Richert, sur la réforme territoriale, Madame le maire, il y a un article qui permet explicitement à un département et 2 régions contiguës de demander, par délibération concordante de leurs assemblées, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. J'ai voulu cette réforme. La loi prévoit, une fois que ces 2 régions et ce département ont voté cette délibération, la loi prévoit une consultation locale dans chacune des régions et dans le département en cause. Et si le projet de modification est approuvé par la majorité absolue des suffrages exprimés, le gouvernement peut prendre un décret en Conseil d'État. Mais franchement, en Bretagne, je ne vais pas dire aux Bretons, prenez votre destin en main. Nous avons fait en sorte que les élus et les citoyens aient en main les outils juridiques et démocratiques
pour permettre demain, s'ils le souhaitent, d'enclencher une telle évolution. Mais que les choses soient bien claires, ce n'est pas à l'État, par le haut de surcroît, en Bretagne en plus, de prendre l'initiative que vous souhaiteriez. Je serais bien reçu, là encore. Moi, je sais où je me trouve, quand même. Vous m'en savez avec un grand sourire, et je vous en remercie, mais je sens la détermination derrière. Et tout le monde dans la salle, c'est pareil. Je connais très bien cette histoire de la Loire-Atlantique, de Nantes, des Pays de la Loire et de la Bretagne. J'aime cette région, je suis venu un nombre de fois incommensurable, et je l'ai parcouru en vélo dans tous les sens. Vous savez que j'aime ça. Mais enfin, c'est quand même pas au président de la République d'aller dire Nantes, c'est la Bretagne ou c'est le Pays de la Loire. Il y a 2 régions, il y a un département, et il y a une réforme constitutionnelle que j'ai voulue. Bon, c'est aux assemblées délibérantes de prendre l'initiative. Ensuite, c'est à la population d'être consultée. Et dans ce cas, l'État prendra ses responsabilités. Mais enfin, chère madame, vous appartenez à une formation politique autonomiste, non? Non. Bon, parfait. Bon, c'est dommage, mais enfin, voilà. Disons que vous appartenez à une sensibilité qui pense que c'est à la population de se décider et de prendre ses décisions. Et vous venez me demander, président de la République, d'anticiper sur les choix de vos élus et de votre population. Ça serait déraisonnable. Et comme je ne veux pas croire que ce soit un piège, je pense que c'est plutôt un service que vous m'avez rendu pour préciser une chose. Il y a une règle, qu'elle s'applique. Alors, quant aux langues régionales, là, je dois dire, et les parlementaires, mes amis qui sont ici le savent bien, j'ai toujours été un peu minoritaire dans la majorité, parce que moi, j'ai toujours considéré que la possibilité d'apprendre le breton ou toute autre langue régionale n'était pas une menace pour l'unité nationale. J'ai toujours pensé cela. Mes amis peuvent en porter témoignage. Et c'est absolument toujours pensé cela. D'ailleurs, même en Corse, j'ai toujours pensé qu'on pouvait être fier d'appartenir à la République française et vouloir apprendre le corse à ses enfants. J'ai toujours vu ça. Je pense que les langues régionales, madame, sont une richesse, sont un patrimoine culturel qui fait l'honneur du patrimoine de la France. Que la poursuivre les langues régionales, comme si on était au temps du séparatisme, n'a aucun sens. Les langues régionales, c'est un enracinement territorial. Je suis persuadé que l'on peut à la fois valoriser les langues régionales et respecter l'article 2 de notre Constitution, qui prévoit que la langue de la République est le français. Donc, vous aurez en moi un supporter très attentif. Je pense qu'on aime sa langue régionale, comme on aime son patrimoine régional, comme on aime son terroir, comme on aime sa culture, et que la France, son identité, est l'addition et un peu plus de multiples identités territoriales, dont la langue est l'un des éléments. Donc, faire rimer bon citoyen avec négation des langues régionales est absurde. J'ai toujours pensé le contraire. Et d'ailleurs, mes amis le savent, à l'Assemblée, ça a été chaud. Parce que souvent, on m'a accusé de ne pas assez défendre le français. Mais moi, je pense qu'on défend mieux le français en rappelant que c'est la langue de la République, mais que le français est une langue pour toute la communauté nationale, mais que dans chacun de nos territoires, il y a des langues régionales qui apportent leur richesse, et ce n'est pas un problème. Hein, je n'oublie pas que je parle devant un ami alsacien, hein, et ben oui, ça compte aussi en Alsace, permettez-moi de vous le dire. Hein, ça compte, et je l'ai entendu, il parle l'alsacien remarquablement, mais ça ne l'empêche pas de se débrouiller en français, quand même. Et d'être français. Donc vraiment, je voudrais vous le dire très sincèrement, j'ai toujours d'ailleurs pensé que c'était une erreur politique
de ceux qui étaient attachés à l'unité de la France que de faire le cadeau à ceux qui voulaient le séparatisme avec la France de la représentation des langues régionales. C'est un beau cadeau qu'il aurait fait, de ne pas comprendre que la langue régionale, c'est un patrimoine. Voilà. Qui fait la richesse du patrimoine national. Voilà. Et il ne me viendrait pas à l'idée de lancer le pays contre les langues régionales. Je suis même, moi, à titre personnel, je suis très favorable à ce qu'on apprenne dans nos écoles, en dehors des heures ou pendant les heures, des langues régionales pour qu'un enfant soit enraciné dans son territoire. D'ailleurs, chacun sait bien que la pratique des langues, plus on en connaît, plus on en pratique, plus on a la gymnastique pour en percevoir d'autres. Donc je ne vois pas ça en concurrence avec la langue française, bien au contraire, mais je vois ça comme une richesse. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ce sujet, mais je pense profondément, je ne pense pas parce que je suis en Bretagne, je le pense dans toutes les régions. Et au fond, ça sera ma conclusion, dans ce monde mondialisé qui est devenu un village, il y a une aspiration très forte des habitants de ce monde mondialisé où on a les informations en temps réel pour s'enraciner dans sa culture et dans son territoire. Alors j'entends bien que tout le monde professe la diversité, mais il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il n'y a pas de diversité sans identité. Et les mêmes qui sont tellement prolixes pour défendre la diversité sont tellement frileux pour parler d'identité. C'est M. Lévi-Strauss, le plus grand anthropologue français, qui a eu cette phrase fameuse « L'identité n'est pas une pathologie ». Et quand il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de diversité. Il y a une identité bretonne, il y a une identité normande, il y a une identité alsacienne. Elle ne s'oppose pas à l'identité française, elle la compose, elle l'enrichisse, oserais-je dire, elle la sublime. Voilà. Et j'aimerais que dans notre pays, on arrête de s'exclure les uns les autres et qu'on s'additionne. Ça ne veut pas dire que tout doit se fondre dans un même moule, mais on ne doit pas avoir peur de cette différence-là. Elle fait partie de l'histoire de notre pays, qui s'est constituée sur tous ces territoires. Donc vraiment, madame, on a peut-être d'autres désaccords, mais pas celui-ci. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que beaucoup d'autres personnes auraient souhaité poser des questions, mais il faut qu'on se contienne dans un temps qui nous est imparti. Avant que vous en alliez, je voudrais vous remettre la médaille de l'Association des maires. Alors, elle a une particularité, c'est de Marianne, bleu, blanc, rouge, mais aussi avec des hermines. Donc, un petit clin d'œil aussi que nous sommes en Bretagne, Monsieur le Président. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous la remets. Merci beaucoup. Merci Jacques et merci à tous. Vous savez, nous nous sommes livrés à un exercice de démocratie républicaine. Je vous remercie d'avoir été ici et d'un exercice bien utile dans notre pays. On doit se parler. Et en discutant avec vous, en échangeant avec vous, j'ai bien conscience de parler avec vous des problèmes qui sont les vôtres, de votre quotidien. Et on en parle si peu dans l'actualité nationale des problèmes qui sont les vôtres. Et c'est pour ça que j'ai été heureux de venir devant l'association des maires. On m'a dit, mais enfin, c'est quand même curieux, tu viens parler de la réforme des collectivités territoriales. Ah oui, ça n'intéresse personne. Ah bon, vous croyez? Moi, je pense que ça intéresse beaucoup. Ça nous intéresse. Ça intéresse les Français qui vivent le quotidien chaque jour. Et le rôle du président de la République, c'est de répondre aux questions des Français. Leurs vraies préoccupations. Pas les préoccupations de surface. Pas ce qui fait l'actualité de tous les jours, qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. Et je vous remercie tous ceux qui partagent mes convictions, comme ceux qui ne les partagent point. Je vous remercie de votre présence, j'y suis sensible. Elle contribue à donner de notre pays l'image d'un pays apaisé, qui doit regarder vers l'avenir et non pas vers le passé.
et pour cela qui doit s'écouter et qui doit échanger. Et donc je sais que pour chacun ça a été un effort de venir. Croyez bien que j'y ai été très sensible et que j'en garderai un très bon souvenir et pas simplement celui de la médaille qui viendra enrichir une collection, ma foi, assez raisonnable. Merci Jacques. Ça n'a pas été comme ça.